J'étais allongée sur un lit d'hôpital dans un sous-sol sale lorsque Rick, le chirurgien, est apparu dans l'obscurité. Il m'a montré une photo de la fille et m'a dit que demain, j'aurais la même apparence. C'était ma 12e opération de chirurgie plastique. Bientôt, mes yeux se sont assombris à cause de l'anesthésie habituelle et je me suis endormie. Le matin, je me suis réveillée dans ma chambre et je me suis approchée avec difficulté du miroir. Quand j'ai enlevé les bandages, j'ai vu un nouveau visage dans le reflet, pile poil comme la fille de la photo. Dieu merci, c'était mon dernier cas. J'allais commencer une nouvelle vie et ne plus subir d'opération. J'ai ouvert le placard pour me changer et dans le coin était assise ma copie exacte, la fille sur la photo nommée Zoé. Seulement attachée avec la bouche scotchée. Elle était sous le choc. Bien sûr, je ressemblais à sa jumelle folle. Elle m'a regardé avec horreur, mais j'ai juste pris les vêtements et fermé la porte à clé. Puis Rick, mon chirurgien plastique et patron à temps partiel, est entré. Il a montré une photo d'un type et a dit froidement que c'était Dean. Je devais me faire passer pour sa copine, me faufiler dans son bureau et prendre le dossier rouge avec les documents. Rick m'a donné le téléphone de la fille qui était assise dans le placard, les clés, et m'a envoyé à l'affaire. Une demi-heure plus tard, j'étais dans un taxi qui se rendait chez ce Dean, et soudain, je me suis vue dans le rétroviseur et j'ai réalisé qu'après tant d'opérations, je ne me souvenais plus à quoi ressemblait mon vrai visage. Et puis j'ai commencé à me rappeler comment tout a commencé. Depuis mon enfance, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours baigné dans le monde du crime. Mon père était une figure d'autorité sérieuse parmi les bandits et il m'a toujours emmené avec lui sur diverses affaires. Mais quand j'avais 16 ans, mon père a été tué par des mafieux. Apparemment, mon père le devait de l'argent qui se trouvait chez nous. J'ai décidé de ne pas le rendre à la mafia. Je devais vivre de quelque chose. Je ne me suis rien refusé et l'argent s'est vite épuisé. Mais bientôt, les mafiosi ont exigé de le récupérer et j'avais déjà tout gaspillé. J'ai essayé de faire profit bas, mais j'ai été suivie et j'ai compris que la seule chose de survivre était de changer d'apparence. J'ai trouvé une annonce pour le chirurgien plastique Rick sur le Darknet et une semaine plus tard, nous nous sommes rencontrés. Rick m'a semblé maussade et quand il a appris que je n'avais pas d'argent, il était sur le point de me jeter dehors. Mais j'ai paniqué, j'ai avoué que la mafia me recherchait. Rick était silencieux et j'avais peur de bouger. Mais après une pause, il m'a dit qu'il m'aiderait. J'ai commencé à remercier Rick, mais il m'a interrompu et m'a dit qu'il ne le faisait pas par pitié, qu'il avait une condition. Il me ferait de la chirurgie plastique et je devrais me faire passer pour d'autres personnes. J'ai reculé. Pourquoi ferait-il ça? Rick a poursuivi. Il avait besoin d'aide pour son business. Business? J'étais surprise. Avec un nouveau visage, je m'introduirais dans différentes maisons et je volerais, a-t-il ajouté sèchement. Quoi? Les mafieux se sont débarrassés de mon fils. Tu auras le même destin si tu ne m'aides pas. Même si je ne croyais pas au destin, je n'avais pas d'autre choix. Je préférais travailler pour un chirurgien fou que de tomber dans les mains d'un mafieux. Nous vivions ensemble depuis. Rick me faisait des opérations qui changeaient mon visage tous les mois et m'envoyait en mission. Mais il ne m'a pas payé un centime de ce qu'il a volé, alors j'ai pris un pourcentage du travail moi-même. Cela me permettait d'acheter des vêtements et d'aller à des restaurants. Rick n'avait toujours pas remarqué que je le volais. J'étais heureuse de cette vie, mais bientôt, j'ai commencé à remarquer qu'à chaque opération, les cicatrices sur la peau mettaient plus de temps à guérir. Et j'ai peu à peu commencé à devenir folle, entendant parfois dans ma tête les voix des filles dont j'avais porté le visage. Puis, j'ai su qu'il était temps d'arrêter. La semaine dernière, cela faisait exactement 1 an que je travaillais pour Rick. Le même jour, je suis allée le voir et l'ai supplié de me laisser partir plus tôt parce que je faisais mon devoir, honnêtement. Il a eu un moment de silence, puis il a hoché la tête. « Sérieusement ?» j'ai demandé, surprise et incertaine. « Oui, peut-être que tu mérites ta liberté, » Rick a répondu. « Juste une dernière affaire et nous sommes quittes. » J'ai accepté sans hésiter. « Bien sûr. » Alors très vite, Rick m'a fait une nouvelle chirurgie plastique. Soudain, j'ai entendu les cris du chauffeur de taxi en colère. Apparemment, j'étais tellement plongée dans mes souvenirs que je n'ai pas entendu comment nous étions arrivés. J'ai payé et je suis sortie près de la grande maison. Eh bien, c'était ma dernière affaire. Et puis, la liberté. Ma mission était de voler un dossier rouge de documents dans cette maison. En ouvrant prudemment la porte, je me suis retrouvée dans un petit hall. C'était si calme que j'ai sursauté lorsque quelqu'un m'a appelé. C'était Dean, le propriétaire de la maison. Et il était mignon, grand et athlétique. Il m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'une surprise attendait sa bien-aimée dans le salon. J'ai poussé un soupir de soulagement. Il ne se doutait de rien et pensait que j'étais sa petite amie. Nous nous sommes assis à la table. Un dîner romantique en chandelle m'y attendait. Et Dean était doué pour faire la cour. Mais soudain, le sourire a disparu de son visage. Il a fixé ma main. Oh mince, j'ai oublié de couvrir mon tatouage avec ma manche. J'ai rapidement caché mes mains sous la table, mais mon cœur battait la chamade. Je ne pouvais pas laisser Dean avoir des soupçons, ou je ne pourrais pas avoir le dossier rouge. Dean m'a regardé avec méfiance. J'ai menti en disant que les tatouages étaient temporaires,
Mais je ne pense pas qu'il m'ait cru. Je n'avais pas le temps d'attendre. Je devais faire le tour de la maison et trouver le dossier. « Chérie, tu veux bien m'excuser ?» j'ai dit. Et je me suis immédiatement levée de table. Comme le premier étage est petit, j'ai supposé que le dossier contenant les documents était quelque part à l'étage. J'ai soigneusement monté les escaliers et au bout du couloir, j'ai vu une vieille porte. J'ai écouté pour entendre Dean, mais tout était calme. Puis, j'ai marché sur la pointe des pieds jusqu'à cette porte. Et c'était le bureau de Dean. J'ai rampé jusqu'au bureau pour trouver le dossier rouge. Mais ensuite, ça a été comme un choc électrique. J'ai remarqué un badge de police sur le bureau. Cela voulait dire que Dean était un flic. Il a dû voir clair dans mon jeu. À ce moment-là, j'ai entendu les escaliers grincer. Oh non. J'ai à peine réussi à sortir du bureau que je me suis retrouvée face à face avec Dean. Il a demandé avec incrédulité ce que je faisais dans son bureau. Essayant d'éviter les tremblements dans ma voix, j'ai dit que je devais partir immédiatement. Après cela, j'ai couru aussi vite que possible dans les escaliers vers la sortie. J'en avais tellement marre de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Quand je suis rentrée à la maison 1 heure plus tard, Rick regardait la télé. J'ai immédiatement commencé à crier qu'il aurait dû dire que Dean était un flic. Mais Rick n'a même pas réagi. Il s'est levé du canapé et s'est approché de moi et m'a dit que si je voulais être libre, je devais le trouver, le dossier. Une boule s'est formée dans ma gorge. Rick pouvait me dénoncer à la mafia à tout moment. Ou pire, me laisser comme son esclave pour toujours. J'ai pris une profonde inspiration et je suis allée dans ma chambre pour penser à où était ce fichu dossier. J'ai ouvert le placard et dit à Zoé que si elle ne me disait pas où Dean gardait le dossier, je la tuerais et j'accuserais son petit ami. Zoé m'a supplié de ne pas toucher à Dean et a balbutié qu'il gardait tous les dossiers dans les tiroirs de son bureau. Mince. Pourquoi je n'ai pas regardé là-dedans tout de suite? J'ai scotché la bouche de Zoé et j'ai fermé le placard. Je sortirai ce dossier demain et me débarrasserai enfin de l'esclavagisme de Rick. Le matin, j'ai été réveillée par un appel. C'était le téléphone de Zoé. J'ai vu le nom de Dean sur l'écran. Bon sang. Dean a demandé anxieusement si j'allais bien. Pourquoi je me suis enfuie la nuit dernière sans venir dormir? Bredouillant, je me suis excusée, j'ai menti en disant que mon amie s'était empoisonnée hier. Je devais rester avec elle. J'ai attendu tendument la réponse de Dean. Et s'il essayait de me faire craquer, mais Dean a demandé avec sympathie si son aide était nécessaire. C'est passé près. J'ai dit que c'était bon et que je rentrais à la maison. J'ai pris un somnifère, j'ai appelé un taxi. Le plan était que j'endorme Dean et que je sorte calmement le dossier. Quand je suis arrivée chez Dean, je l'ai trouvé sur les marches du couloir. On aurait dit qu'il n'avait pas dormi de la nuit. Dean m'a demandé avec méfiance quand j'ai trouvé un ami, puisque je venais d'emménager dans cette ville. J'ai rapidement trouvé une excuse et j'ai immédiatement proposé de regarder un film ensemble. Dean a souri et a accepté. Pendant qu'il choisissait un film, je suis allée à la cuisine pour faire du thé. J'étais en train de sortir les somnifères de ma poche quand mon téléphone a sonné. C'était Rick. J'ai décidé de rappeler quand Dean serait endormi. J'ai mélangé la poudre dans le thé et je suis allée dans le salon. Mais Dean était déjà endormi sur le canapé. Apparemment, il m'avait vraiment attendu toute la nuit. Je n'ai pas perdu de temps pour me précipiter à son bureau. Je devais régler tout ça rapidement. Pendant que j'y allais, j'ai décidé de rappeler Rick. « Qu'est-ce que tu as? Je suis sur l'affaire. » Mais à ces mots, je me suis figée sur place. Zoé s'est enfuie. J'ai paniqué, mais Rick m'a dit de trouver les documents et de sortir de là. Elle pouvait se pointer ici à tout moment et Rick et moi serions foutus. Ma nouvelle vie était en jeu. J'ai décidé de me battre jusqu'au bout. Dans le bureau, j'ai fouillé dans tous les tiroirs du bureau et j'ai finalement trouvé un dossier rouge. Et puis j'ai entendu la porte grincer. Dean avait dû se réveiller. J'avais décidé de ne pas hésiter et cachant le dossier sous ma veste, je descendais déjà vers la porte. Puis, j'ai vu Zoé assise à côté de Dean sur le canapé. On aurait dit des jumelles. Dean nous a regardés choqués. « Tu ne peux pas lutter contre le destin, chérie », m'a-t-elle chuchoté. Mais pendant que Dean se remettait du choc, j'ai couru vers la porte d'entrée. J'ai sauté sur la route, arrêté un taxi, par miracle, j'étais dans la voiture. J'ai verrouillé la porte et j'ai crié au chauffeur de taxi « Allons-y !» Il a appuyé sur l'accélérateur et nous sommes partis. En rentrant, j'ai immédiatement jeté le dossier rouge sur le bureau de Rick. Il a seulement répondu froidement « T'es libre ». J'étais si heureuse, mais j'avais à nouveau besoin de l'aide de Rick. Je me suis mise à genoux et je l'ai supplié de me faire un nouveau visage pour la dernière fois. N'importe quel visage. Juste pour m'éloigner de Dean. C'était un flic. Il ne me laisserait pas si facilement et je voulais tout recommencer. Rick a eu pitié de moi et m'a emmené au sous-sol. Le matin suivant l'opération, mon visage était terriblement douloureux, mais même sous les bandages, je souriais car maintenant tout ce cauchemar était terminé. J'ai enlevé les bandages, mais quand j'ai déballé le dernier, j'ai vu un nez retroussé, des lèvres pulpeuses dans le reflet du miroir. Un visage douloureusement familier. Qui était-ce? Non, j'étais moi-même. J'étais pétrifiée d'horreur. Pourquoi m'a-t-il piégée comme ça? Maintenant, je serais retrouvée et mise en pièces par les mafiosi qui chassaient mon père. Soudain, le téléphone a vibré, un message est arrivé. Je sais que tu m'as volé de l'argent.
Il est temps de payer tes dettes. Tu ne peux pas lutter contre les destins. Et la signature, Rick. Mes jambes ont lâché, je suis tombée sur le canapé, juste au-dessus de la télécommande. La télévision s'est allumée et j'ai entendu une voix familière. Un accident fatidique m'a aidé à attraper un criminel, a répondu Dean au journaliste. J'ai augmenté le volume et fixé l'écran. Quoi? À côté du Dean se retrouvait Rick. Menotté, Dean a dit qu'elle avait poursuivi le chirurgien Rick pendant de nombreuses années, mais qu'au final, sa petite amie l'a aidé à attraper le criminel. Mes pensées étaient confuses. Les larmes montaient aux yeux de désespoir. Peut-être que les destins existent vraiment. Et on ne peut pas le combattre, et bientôt, les mafieux me trouveront. À ce moment-là, on a frappé avec insistance à la porte. J'ai sorti mon téléphone, voulant appeler la police. Mais j'ai simplement regardé mon reflet dans le miroir et je me suis dit, laisse le destin décider de lui-même. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Merci. Salut, je m'appelle Suzanne. J'ai 18 ans. Avez-vous déjà rencontré des difficultés à cause de votre apparence? Vous êtes-vous déjà senti différent? Je me sentais, malgré le fait que je n'étais pas confrontée à des moqueries directes. Regardez la vidéo jusqu'au bout et vous apprendrez à vivre avec une hauteur de seulement 1m21. Comme vous pouvez le voir, je n'étais vraiment pas grande. Je ne mesure que 1m21. Ce sont les conséquences d'un accident que j'ai eu quand j'étais encore enfant et que j'ai arrêté de grandir. Mais cela ne m'empêche pas de vivre. J'ai des amis, un petit ami et un passe-temps. J'adore les sciences, en particulier la physique, et je n'ai pas rencontré d'intimidation. J'ai rencontré mon petit ami il y a un peu plus d'1 an, lors de son transfert à notre école. Son nom est Steven. Ma taille ne le dérangeait pas et notre relation s'est si bien développée qu'1 an plus tard, après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, nous avons décidé d'emménager ensemble. Et c'est là que les problèmes ont commencé. À la maison, il a pris soin de moi, m'a aidé avec tout et au début, bien sûr, j'ai bien aimé. Mais il a commencé à aller trop loin. Je ne pouvais plus préparer mon petit déjeuner ou ma robe. Il a immédiatement sauté et a forcé son aide. Et quand je sortais, il m'appelait toutes les demi-heures et se mettait en colère si j'étais en retard. Avez-vous déjà vécu avec votre autre moitié? Si oui, la relation entre vous a-t-elle changé? Il a expliqué son comportement en disant qu'il était inquiet pour moi. Mais je ne suis pas une enfant ou une infirme. Je peux prendre soin de moi-même. J'ai essayé de lui dire ça, mais il ne semblait pas m'écouter. Puis ça a empiré. Un jour, nous sommes allés au parc central de notre ville, juste pour marcher et parler. Un groupe de plusieurs personnes se dirigeait vers nous. Quand Kevin les a vus, il a lâché ma main et son visage a changé. Il a rougi et a baissé la tête. Quand ils l'ont vu, ils sont venus et l'ont salué. Il s'est avéré que ce sont des enfants de son ancienne école qu'il n'avait pas vus depuis son départ. Quand ils lui ont demandé de me présenter, il a été gêné et a dit que nous étions dans la même classe. Il ne leur a pas dit que j'étais sa petite amie. J'étais choquée. A-t-il honte de moi? L'un des gars m'a fait une blague. Quelque chose comme « Je pensais que tu avais déjà une fille ». Steven a ri et a dit que j'étais trop petite pour être sa fille. Après un peu plus de conversation, nous nous séparâmes d'eux. J'étais surprise. Non seulement il ne m'a pas défendue, mais il a aussi été d'accord avec ces brutes quand elles se moquaient de moi. J'ai essayé de le comprendre et de ne pas être offensée et de ne pas y prêter attention dans l'espoir que cela ne se reproduise plus. Cependant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que mon petit ami avait honte de moi. C'était la première fois que je me sentais handicapée. La seule chose qui m'a distraite de ces pensées était la science. Mais même avec ça, les difficultés ont commencé. Après avoir terminé mes études secondaires, j'ai décidé d'étudier avec un tuteur pendant 1 an avant d'aller à l'université, afin de passer des examens d'entrée. J'ai rencontré 2 fois par semaine le professeur qui m'a enseigné la physique. Steven était bien conscient de cela, mais pour une raison quelconque, à un moment donné, quand j'ai commencé à me préparer pour le cours, il a fait une scène. Il a dit que je suis allée trop souvent chez ce tuteur et que je devrais être enseignée par une femme, pas un jeune homme. Je ne savais pas quoi dire et j'ai continué à faire mes bagages. Il savait à quel point c'était important pour moi. Quelle question pouvait-être? Mon silence le mit en colère et il essaya de m'arracher le sac à dos de mes mains. Il a dit que je n'allais nulle part et qu'il me trouverait un tuteur pour mon sexe. Je ne pouvais pas le supporter.
Nous avons commencé à nous battre. Je lui ai crié qu'il n'avait pas le droit de me contrôler. Il était sûr qu'il devait le faire. Il n'arrêtait pas de tout réduire à ma taille, et j'en étais très offensée. Au final, il a même dit qu'avec mes problèmes de santé, je devais renoncer à l'idée de devenir scientifique. Quand j'ai entendu cela, je me suis figée, ne croyant pas qu'il pouvait dire une telle chose. J'ai pris mes cahiers et je suis partie. Après les cours, j'ai décidé d'y penser. J'ai réalisé que même s'il agissait mal, je l'aimais et peut-être qu'il était juste inquiet pour moi. J'ai décidé de devenir plus féminine pour lui. J'ai commencé à porter des talons pour paraître plus grande et j'ai commencé à porter plus de maquillage. J'ai essayé d'être polie et affectueuse. J'ai également réduit mes cours de physique pour passer plus de temps avec lui. Cependant, il a pris ses efforts pour acquis, ou s'est même moqué de moi en me voyant dans une nouvelle tenue féminine. Je sentais que son attitude envers moi restait la même, et c'était très déprimant pour moi. Je ne savais plus quoi faire pour qu'il me perçoive comme un être humain complet. Avez-vous déjà été dans une telle situation? Avez-vous senti que votre bien-aimé ne vous apprécie pas et vous traite comme un enfant stupide? Bientôt, mon espoir que notre relation s'améliore s'est complètement éteint. À un moment donné, j'ai pris son téléphone pour appeler le tuteur et l'avertir que mon portable était mort et que je serais en retard. Pendant que je le tenais dans mes mains, une notification est apparue à l'écran. Un message d'une jolie fille. Je savais que ce n'était pas bien, mais ma curiosité et mon anxiété ont eu raison de moi. J'ai ouvert ces textes avec des mains tremblantes. J'aurais aimé ne pas savoir. Dans ces messages avec cette fille, il se plaignait constamment de moi, que j'étais obsédée par les études, que j'étais ennuyeuse, qu'il était fatigué de me cacher à ses amis. Les mêmes messages qu'il a écrits à quelques-uns de ses amis proches, et croyez-le ou non, à une autre fille, deux en réalité. Il leur faisait constamment des compliments et les courtisait de toutes les manières. Comment cela me faisait mal de le voir. Par colère et ressentiment, j'ai jeté le téléphone contre le mur. Steven est venu voir ce qui se passait. Quand il a vu que je pleurais et que son téléphone était cassé, il a semblé comprendre immédiatement. Il a commencé à trouver des excuses, disant qu'il ne pensait pas vraiment à la façon dont il écrivait, mais je ne voulais pas l'écouter. J'ai réalisé que je ne voulais plus le revoir. Essayant de retenir mes larmes, j'ai ramassé mon sac à dos et l'ai emballé avec les choses les plus nécessaires. Steven a essayé de m'arrêter, mais je l'ai simplement repoussé. Je suis allée voir mon amie Lily. Nous nous sommes rencontrés lors d'une exposition photo qu'elle a organisée. Elle travaille comme manager dans une agence de mode. Quand je lui en ai parlé, elle m'a dit que je ne devrais jamais rester dans cette relation. À son avis, le comportement de Steven a détruit mon estime de moi-même et mes rêves. Je savais qu'elle avait raison, mais je ne pouvais pas l'accepter. Steven et moi étions ensemble depuis si longtemps, et il était difficile de croire que cela se terminerait ainsi. Lily a dit qu'elle avait une idée pour m'aider à m'en détourner. L'agence où elle travaillait cherchait des personnes pour réaliser un projet sur les personnes handicapées et d'apparence inhabituelle. Je n'ai jamais vraiment pensé être actrice, mais j'ai accepté, pensant que ça pourrait être amusant. Peu de temps après, Lily m'a envoyé pour une séance casting photo. Elle m'a dit de ne pas prendre ça au sérieux, mais juste de me détendre et de m'amuser. Après le casting, je me suis assise dans le couloir et j'ai attendu les résultats. Ensuite, le manager est sorti, a sélectionné 2 filles et a envoyé les autres à la maison, dont moi. Bien sûr, j'étais bouleversée, même si j'essayais de ne m'attendre à rien. Lily m'a rencontrée à la maison. Quand elle a vu que j'étais bouleversée, elle s'est excusée et a dit qu'elle semblait avoir aggravé la situation. J'ai essayé de dire « ça va, Lily », mais je pensais secrètement que je n'étais pas assez bonne dans ce domaine non plus. Cependant, ce soir-là, j'ai reçu un message de cette agence. Il était écrit « L'un des modèles sélectionnés ne pourra pas participer au tournage. Vous étiez la prochaine candidate. » Cela signifiait que j'étais prise. J'étais très heureuse et reconnaissante à Lily de m'avoir aidée. Ensuite, le tournage a eu lieu. J'étais très heureuse de me sentir belle et intéressante pour quelqu'un. Quand on m'a pris en photo, j'ai fait des grimaces et pris des poses idiotes. C'était vraiment génial. Le photographe riait avec moi et je me sentais tellement en confiance pour la première fois. Pendant tout ce temps, j'ai continué à penser à Steven et participer au tournage m'a aidé à comprendre que je m'accrochais à lui
qu'à cause de mon insécurité intérieure et de la peur que personne d'autre ne m'apprécie. J'ai donc pensé que c'était fini. Lily m'a suggéré de rester avec elle et j'ai accepté avec plaisir. J'ai également reçu un appel de l'agence et on m'a proposé de continuer à participer au shooting photo. Mais j'ai refusé. C'était génial, mais ma passion était la science et j'ai continué à étudier encore plus fort qu'avant. Cependant, il y avait autre chose à laquelle j'ai décidé de consacrer du temps. Quand j'ai vu au casting à quel point les autres filles qui n'étaient pas acceptées étaient bouleversées, j'ai réalisé que je n'étais pas la seule à faire face à des problèmes à cause de mon apparence. Lily et moi avons décidé d'ouvrir une hotline pour soutenir ceux qui sont confrontés à la maltraitance et à l'intimidation en raison de leur apparence et de leur handicap physique. Nous recevons régulièrement des appels de personnes qui ont besoin d'aide et nous les soutenons autant que possible. Si vous aimez l'histoire, alors aimez et abonnez-vous à la chaîne. Aimez-vous et appréciez-vous. Ce jour, comme à l'habitude, j'étais assise dans ma chambre essayant d'enregistrer une vidéo stupide. Qu'est-ce que je suis supposée de faire? Il va m'étriper si je n'enregistre pas le tout à temps. La première pensée qui m'est venue en tête était de fermer la porte. J'ai réussi à le faire juste sous son nez, mais il frappait sur celle-ci si fort que je croyais que la porte allait s'effondrer. Je pense qu'il est parti. J'ai si peur. Mais 1 minute plus tard, il a commencé à s'infiltrer dans la chambre, muni d'une hache. Non! Ne fais pas ça! Après l'accident, papa a complètement changé. Il y a 1 an, un camion est entré en collision avec notre voiture. Ma mère m'a protégée à l'aide de son corps et est morte à l'impact. Le bras de mon père était très endommagé et il a dû se faire amputer. À cause de cela, il s'est fait renvoyer immédiatement. Et il avait donné 20 ans de sa vie à cette compagnie. Je me sentais si mal pour lui. Papa était déprimé, mais j'essayais d'être forte et je le supportais le mieux que je le pouvais. Même si je pleurais jusqu'à en tomber endormie tous les soirs. Et puis, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. J'avais besoin de me distraire. Et de plus, je n'étais pas si mal. Je n'ai même pas remarqué les premiers fans que j'ai obtenus, ainsi que l'argent qui m'a été versé grâce aux annonces payantes. J'ai partagé mon succès avec mon père. Il m'a pris dans ses bras pour la première fois depuis très longtemps et m'a dit que j'étais sa chère fille. J'en ai presque pleuré de joie. Il a commencé à passer de plus en plus de temps avec moi, me demandant ce que je faisais, et nous sommes devenus de plus en plus proches. Papa s'est aussi intéressé à ma chaîne YouTube. Il se gardait au courant et s'abonnait à toutes sortes de nouvelles chaînes. Comme petite blague, j'ai décidé de montrer à mon père de quoi la vraie popularité avait l'air, seulement pour rigoler. Je lui ai montré une formule pour le projet YouTube le plus populaire. C'était entre les Kardashians et des vidéos de défis imbéciles. Avec les yeux pétillants, papa s'est exclamé qu'il comprenait tout maintenant. Il est parti dans sa chambre à la course. Il était tout excité. Je ne l'avais jamais vu comme ça auparavant. Un bon matin, je me préparais pour aller à l'école, mais la porte était verrouillée et mon père a calmement dit qu'il m'avait transférée pour l'école à la maison. Lorsque je lui ai demandé pourquoi, il m'a solennellement annoncé que je n'avais plus le temps pour faire l'école, car aujourd'hui, nous allions publier une chaîne YouTube des plus populaires. C'était beaucoup trop. Je me suis fâchée et j'ai suggéré à mon père qu'il se trouve un emploi comme les autres personnes de son âge et de laisser ses conneries de YouTube pour les adolescents. Il n'a même pas réagi. 1 semaine plus tard, c'était encore pire. J'étais assise dans la cuisine en train de manger mon petit déjeuner quand des inconnus portant des souliers tout sales sont entrés chez moi. Mon père était avec eux. Ils ont examiné chaque petit recoin de la maison et ont offert un chèque à papa. Quoi? Mais est-ce que papa venait de vendre notre maison? Et ce n'est pas tout. J'ai reçu un message disant que tout l'argent avait été retiré de mon compte de banque. Mais c'était mon argent que j'avais gagné grâce à mon compte YouTube. C'était dépassé. Je voulais découvrir ce qui se passait, mais mon père m'a confrontée avec le fait que nous allions déménager. Oh merde! Pour l'amour de ma chaîne, mon père avait tout donné. Il avait acheté cette immense propriété luxueuse, comme il le disait. Mais en fait, c'était un désastre. Lorsque nous sommes rentrés, j'avais peine à retenir mes larmes. Oui, cette maison était autrefois habitée par des gens très riches, mais maintenant, elle tombait en lambeaux. De toutes les chambres de la maison, seulement la mienne, où nous allions enregistrer les vidéos, était rénovée. Après 1 semaine dans cette propriété horrible, j'ai décidé de parler aux abonnés de ma chaîne en direct pour la première fois. Je n'ai même pas eu le temps de répondre à quelques questions quand mon père est entré dans ma chambre. Mon père se comportait bizarrement. Il a dit que tout était presque prêt
et que notre vie changerait bientôt. Je commençais à avoir peur. Le jour suivant, il a déconnecté le Wi-Fi. Il a programmé un horaire pour me donner accès à la connexion. Je ne reconnaissais plus du tout mon père. Mais le pire était encore à venir. Nous avons commencé à enregistrer un bloc en direct basé sur le script de mon père. Je me présente, Nikki, la fille de 2 parents riches avec des troubles de personnalité bipolaires et des tempéraments agressifs. Mon père avait écrit en détail chaque mot et chaque mouvement et s'assurait que je suivais bien le script à la lettre. Il me faisait faire des trucs absolument ridicules, du genre sauter dans un bain rempli de glace, raser mes sourcils, manger des vers de terre. Je ne pouvais même pas refuser. Il perdait la tête si j'essayais. J'ai commencé à envisager de me sauver, mais je me sentais mal pour mon père. Je justifiais son comportement par le stress que lui avait causé la mort de ma mère et j'espérais que tout reviendrait à la normale bientôt. Alors, j'essayais d'être gentille en avant de la caméra. Et j'avais espoir. Je pense bien que c'était la raison pour laquelle j'avais un si grand fan club. J'avais l'habitude de me réveiller d'un horrible cauchemar au beau milieu de la nuit, en pleurs constamment. Il semblait que notre chaîne avait beaucoup de succès et que l'argent et la popularité que nous gagnions rendaient mon père totalement fou. Il a engagé des gardes du corps, une femme de chambre et un cuisinier. Ils participaient tous au tournage. Papa lui-même jouait le rôle du majordome. J'avais l'impression d'être dans un film d'horreur. La seule bonne chose de cet enfer était de regarder notre cuisinier, Jamie, faire à manger. Nous sommes devenus bons amis et il a rapidement réalisé que j'étais prise en otage dans cette maison. Un jour, Jamie et moi avons décidé de faire un gâteau et il a sorti un sac de farine d'amande. Non, non, non! J'ai une allergie terrible aux amandes. J'étais si impliquée avec Jamie que j'ai oublié qu'il était l'heure d'enregistrer quelque chose avec une blogueuse beauté très cool. À ce moment, mon père est arrivé derrière moi. Il semblait qu'il essayait de me faire peur pour me faire une blague. Mais soudainement, il m'a agrippée par les épaules et tout à coup, j'ai perdu pied et j'ai frappé ma tête sur le coin du garde-robe. Ça faisait si mal! Mon père a commencé à crier. Merde! Mais c'était de sa faute! Me voilà maintenant avec une grosse marque rouge sur le front, qui deviendrait un bleu d'ici ce soir. Et tout devait être parfait. J'ai tenté tant bien que mal de couvrir cette marque. L'enregistrement était très tendu. Ma tête était endolorie par l'impact. Et j'essayais de jouer le rôle d'une femme riche à problème. Kat m'a demandé de nettoyer mon maquillage. J'ai résisté pendant un long bout de temps. Mon père m'a signalé avec ses mains dans le fond de la pièce. C'était clair qu'il ne voulait pas que j'enlève mon maquillage. Mais je devais me conformer. Kat a fait semblant de ne pas remarquer l'échymose. Elle rigolait en lisant les commentaires sur YouTube. Et l'un d'eux disait « Est-ce que quelqu'un t'a battu ?» J'ai sursauté. Je pense que c'était évident que je cachais quelque chose. Mon père ne m'a jamais touchée et l'échymose était la dernière goutte. C'est décidé. Je me sauve ce soir. Après le succès de la diffusion, mon père était si heureux qu'il oublia de verrouiller ma porte. C'était ma chance. La nuit tombée, j'ai commencé à me diriger vers la sortie derrière la maison. J'y étais presque. Mais le garde était endormi dans la cuisine. J'ai essayé de me faufiler derrière lui, mais j'ai accidentellement effleuré la vaisselle et tout a tombé sur le plancher. Et puis, je me suis dirigée vers la porte aussi vite que je le pouvais. Je suis arrivée dans la rue, mais juste avant de sauter par-dessus la clôture, le garde m'a attrapée. On m'a emprisonnée à nouveau. La prochaine diffusion était une semaine plus tard. Honnêtement, je n'avais pas l'air trop bien. Avec un sourire forcé, j'ai dû raconter une autre histoire de ma vie. Et dans un des commentaires, j'ai aperçu « Si tu as besoin d'aide, commence à parler de robe. » J'ai immédiatement ouvert la porte du garde-robe et j'ai sorti une robe. Et l'Internet a disparu. Mon père est entré dans la chambre, m'a attrapé par le bras et a commencé à me crier après. Du genre que je n'ai pas respecté le script et que j'ai tout bousillé son plan merveilleux. Il m'a tiré et traîné dans le couloir et m'a lancé dans un garde-robe. Je suis restée là, assise pendant plusieurs heures, dans le froid et le noir. Soudainement, j'ai entendu des pas. C'était Jamie. Je l'ai supplié d'ouvrir la porte, mais il m'a gentiment souhaité un joyeux anniversaire et il quitta. J'étais toute seule à nouveau. Le matin venu, mon père m'a laissé sortir et a commencé à me féliciter comme si de rien n'était. C'était absolument dégoûtant. Je ne voulais plus rien de sa part maintenant. Je n'étais qu'une petite poupée parfaite pour l'émission YouTube de mon père. Je suis allée en direct et j'ai reçu plusieurs messages me demandant de faire un gâteau de fête. Mes fans voulaient que je souffle mes propres bougies. Il y avait tant de messages que mon père accepta.
Mais évidemment, ce serait sous sa condition. Lancer de la nourriture sur Jamie et d'agir comme une dingue. La seule bonne chose de cette journée était que je pourrais passer plus de temps avec Jamie. Je n'étais même pas offensée qu'il n'avait pas ouvert le garde-robe. Peut-être que je le méritais vraiment. Lorsque nous avons commencé à faire la cuisine, Jamie était visiblement nerveux. À un moment, il a sorti de la farine d'amande et m'a chuchoté « Fais-moi confiance ». Mais que faisait-il? Il savait que j'étais gravement allergique. Cependant, je m'en fichais à ce point. Les poupées n'ont pas le droit de parler. J'ai silencieusement mélangé la farine dans la pâte et j'y ai goûté. Comme de fait, les amandes ont causé une grave réaction allergique. Et j'ai commencé à m'étouffer, comme lorsque j'étais enfant. Et puis, ma mère m'avait sauvée. Oh, comme j'aimerais qu'elle soit ici. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je pense que mon père a crié quelque chose concernant un médicament et tout a disparu. Je ne sais pas ce qui se passait, mais je sentais que quelqu'un me tenait. Je savais que c'était Jamie quand je l'ai entendu parler aux gardes. « Sortez, elle est mourante !» Voilà l'ambulance. Ils étaient si rapides. C'était déjà très difficile de respirer. J'étais certaine que c'était maintenant la fin pour moi. Et tout à coup, j'ai pris un respire. J'ai réussi à ouvrir mes yeux et j'ai vu mon père en train d'essayer de rattraper l'ambulance au loin. Aussitôt que j'ai regagné conscience, les garçons m'ont dit qu'ils étaient d'énormes fans. Et de vrais médecins. Il s'avérait qu'après le tournage, ils ont créé un groupe de fans fermé. Ensemble avec Jamie, ils avaient manigancé un plan pour me délivrer. Ils m'ont emmené chez Jamie. Mes fans m'attendaient avec toutes sortes de sucreries. J'ai immédiatement raconté la vérité à tout le monde. Jamie m'a donné mon téléphone ce soir-là. Mon père avait appelé au moins 100 fois. Je n'ai jamais répondu et j'ai bloqué son numéro. J'en avais la chair de poule. Non, papa. Je ne retournerai jamais avec toi.